Marché financier, opportunité. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Thomas. Bon, un petit point déjà pour faire le tour d'horizon de ces marchés financiers. Ça va mieux, on respire un peu mieux? On respire un peu mieux. Je vois que vous vous êtes fait tout beau aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pour la Saint-Valentin ou pour le rebond de la bourse. Est-ce que vous comptez fêter un peu les deux. Voilà, le rebond de la bourse, effectivement. Donc, depuis notre dernière émission et depuis le 1er janvier, la bourse va mieux. Le CAC 40 reprend des couleurs. On est à presque 7% de rebond depuis le début de l'année. On est quand même en dessous du plus haut atteint par le CAC 40 au cours de 2018 et on est encore un petit peu en dessous du cours d'il y a un an et quelques en fait. On n'a pas repris tout ce qu'on a perdu en 2018. Ouais. Alors la question c'est est-ce qu'il faut sortir du marché maintenant et partir en vacances et revenir peut-être en septembre, octobre, décembre? Alors, les marchés ont beaucoup monté, rebondi pour deux raisons. C'est une raison concrète, des décisions déjà prises en termes de politique monétaire. La Fed et puis la BCE ont acté qu'il y aurait une politique plus accommodante que prévu pour cette année. Pas de hausse des taux aux États-Unis. Ils vont faire preuve de patience pour soutenir l'économie. Et puis, l'autre aspect, c'est l'espoir d'un accord entre la Chine et les États-Unis. S'il y a un accord qui est signé effectivement entre les deux grandes puissances, je pense que les marchés peuvent continuer à monter sur cette nouvelle-là. Y compris en Europe, parce qu'on voit que Wall Street a récupéré de l'altitude beaucoup plus vite que les marchés européens. Oui, mais en fait, on est quand même drivé en partie par les États-Unis et on voit que ce qui s'est passé entre la Chine et les États-Unis, ça nous a impacté parce que faut avoir en tête qu'en Europe, notamment avec la locomotive qui est l'Allemagne, on est sensible au commerce international. Donc, on est sensible à ces questions entre la Chine et les États-Unis. On est sensible en fait à la guerre commerciale. Ouais. Si ce problème est résolu, je pense que l'Europe sera tirée vers le haut. Avec un tout petit bémol, si vous me permettez, c'est que cet accord commercial pourrait se faire un petit peu en partie sur le dos des Européens et notamment pour réorienter une partie du business vers les États-Unis. Mais bon, on suivra. C'est tout à fait possible. C'est vrai qu'on peut reprocher que les Européens sont un peu passifs en fait dans cette affaire, mais malgré tout, je pense qu'on en profitera quand même. On ne sera pas simplement le dindon de la farce parce qu'on profitera du fait que les inquiétudes vont baisser, les investissements vont repartir, la consommation pourra repartir. Et donc on aura un climat qui sera plus serein et plus favorable à la croissance de manière générale. Alors, faut-il revenir sur le marché obligataire? On va faire un peu de pédagogie parce que c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas toujours très connu. Vous nous avez apporté un premier graphique qu'on va découvrir qui explique les différentes catégories d'obligations qu'on peut trouver sur le marché. Je vous laisse le commenter. Voilà, si ça s'affiche à l'écran. Donc on a ici effectivement l'échelle de notation d'une des agences de notation. Ici c'est Standard & Poor's qui va donc de triple A à D. Donc lorsqu'on est tout en haut, c'est qu'on a une très bonne notation. En gros, c'est équivalent à un 20 sur 20. Ça traduit le fait que la probabilité de faire défaut est nulle ou quasiment nulle, on va dire. C'est les États, c'était traditionnellement les États souverains. Maintenant, beaucoup d'États, il y a plus beaucoup d'États qui ont cette note de AAA. Par contre, les États-Unis ne l'ont pas aujourd'hui. La France non plus. Ils sont à AA+. La France, un peu moins. Ils sont un cran en dessous des États-Unis. AA, ça reste une très bonne note. On voit ici, c'est un investissement de haute qualité, mais c'est pas le 20 sur 20. Il faut aller vers des pays comme l'Allemagne, la Suisse, je crois la Finlande également, qui ont une note de AAA, mais il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont cette notation-là. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est que tout ça est regroupé dans une première catégorie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grandes catégories. Vous pourrez faire pause sur votre player YouTube et regarder en détail toutes ces notes. Mais il y a deux grandes catégories. Ce que vous appelez les titres investissables et les titres à haut rendement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est effectivement deux catégories bien distinctes parce que ça correspond en fait à deux marchés différents. On considère qu'à partir de la notation WB+, et en dessous, WB, WB-, etc., c'est des titres à haut rendement. Le rendement est élevé parce que le risque est beaucoup plus élevé. Il y a toujours un lien entre le risque et le rendement, évidemment. Et ça, c'est un repère important, notamment pour les investisseurs professionnels. Bien sûr, c'est un indicateur, ce n'est pas le seul indicateur. On a déjà vu des agences de notation se tromper, mais c'est un indicateur qui est quand même important, qui est très suivi.
Il est important aussi parce qu'il y a des fonds qui disent, par exemple, nous, notre stratégie d'investir sur la première catégorie, donc ils n'iront pas sur la deuxième catégorie. Donc si un émetteur, une société ou un pays passe de la première catégorie à la deuxième catégorie, elle va perdre une partie des investisseurs qui ne pourront plus l'aider à se refinancer. Donc effectivement, c'est très important de savoir dans quelle catégorie on est. Bon, donc voilà pour le décor. Alors, je vous le disais, en priorité aux questions qui nous arrivent aussi des internautes qui nous font le plaisir et l'honneur de nous suivre. Une question d'Adeline. Des obligations à 2 ans émises par des promoteurs dans le logement social à 8%, est-ce raisonnable? La réponse est dans la question, parce que la réponse est dans le taux. Elle dit elle-même qu'ils offrent un rendement de 8%. C'est un niveau qui est quand même très, très élevé. À 2 ans, vous savez que la France emprunte à 2 ans un taux négatif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours le spread entre l'obligation qu'on vous présente. Le spread, c'est l'écart. L'écart entre l'obligation qu'on vous présente et l'obligation de l'État français, qui est considérée comme proche de zéro. Mettons, pour faire simple, zéro risque. Et donc, le risque est mesuré par cet écart. Risque quand il y a beaucoup de rendement? Plus il y a du rendement, plus il y a du risque. Et deuxième critère, sur la durée. Si la durée est courte, ce qui est le cas, 2 ans, c'est une durée très courte. Avoir un spread, un écart aussi important sur une durée aussi courte, c'est que le risque est perçu, en tout cas par le marché, comme très important. Bon, donc on serait dans une catégorie avec du 8% comme très spéculatif. Très spéculatif, d'accord. Donc c'est pour une catégorie d'investisseurs avertis qui font ces investissements en connaissance de cause. Alors, on reprend le fil, vous nous avez apporté 2 autres graphiques, justement, qui montrent le parcours des obligations dites à haut rendement et de celles que vous qualifiez d'investissables. On commence par celles, les investissables, les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves. Pourquoi il est intéressant ce graphique? Alors, il est intéressant. D'abord, on a en bleu la courbe des spreads, des écarts entre les obligations investment grade. C'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne. Et le taux sans risque. Vous prenez par exemple l'Allemagne, qui est considérée comme sans risque parce que c'est triple A. Et vous voyez que cet écart varie beaucoup, hein. Donc on perçoit bien les crises. Et le pic le plus important, c'est lors de la crise des subprimes en 2009. Ensuite, il y a un autre pic important qui est lors de la crise des dettes souveraines de la zone euro, 2011, 2012, où le spread est monté quand même à plus de 300 points de base. Donc pour des États, pour des entreprises qui ont une très bonne notation, c'est beaucoup. Et on voit que cette année, en 2018 et maintenant en 2019, les spreads, l'écart a beaucoup monté. Il a monté pas autant qu'il l'était lors des crises 2012, encore moins 2008, mais il a monté, il est supérieur à ce qu'il a été en 2016. Donc ça, c'est un indicateur que le marché considère qu'il y a une tension en ce moment dans l'économie pour les entreprises qui empruntent. Le risque revient. Le risque perçu revient. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a 2 couleurs? Alors, du rouge et du bleu. Et le spread modélisé, c'est on modélise quel devrait être ce spread en fonction du risque réel, en fonction de l'état de l'économie. Ce que perçoivent en tout cas les analystes. Ce que perçoivent les analystes. Ceux qui font ces calculs, finalement. Ceux qui font ces calculs. Et donc non ça, pas, c'est donc c'est la différence entre les investisseurs et les analystes, si vous voulez. Et donc ça, c'est la courbe rouge. Donc quand la courbe rouge est en dessous, on considère que le risque réel est un peu plus faible que ce que le marché pense. Donc sur ces types d'investissements, on pense qu'en fait, le marché broie du noir. Il voit vraiment le pire arriver. Or, on pense qu'il n'y aura pas autant de défauts que ce que le marché anticipe. C'est pour ça qu'il faut payer un spread un peu plus élevé au marché pour qu'il accepte de nous prêter de l'argent. Ça monte à 160 points de base. Il devrait être plutôt autour de 120 points de base. Donc, c'est-à-dire que c'est cher, paradoxalement, ou même si ça a beaucoup baissé depuis ces dernières années, ça reste cher par rapport au risque théorique. Alors, c'est dans l'autre sens, parce que lorsque les taux montent, la valeur de l'obligation baisse. Donc, en fait, la valeur a un peu plus baissé qu'elle n'aurait dû baisser sur cette catégorie. Donc, ça veut dire que si elle a un peu plus baissé, on peut encore aller dessus. On pense que sur le cycle à venir, on peut gagner encore d'argent. Alors que les taux sont très bas sur cette catégorie-là. C'est ça le paradoxe. Ça paraît pas cher en absolu, mais en relatif, en réalité, c'est intéressant d'aller dessus. En effet, parce que si les analystes ont raison, les obligations vont continuer à monter et donc les rendements baisser. Exactement. Alors, on passe à l'autre catégorie. C'est le graphique suivant, dite haut rendement. On va voir en effet
que là, eh ben, c'est une inversion finalement des couleurs, puisque le bleu est en dessous, c'est-à-dire le prix du marché, et le prix théorique, le rouge, est au-dessus. Ce qui veut dire que là, pour le coup, je ne me trompe pas, cette fois, c'est cher. Exactement. Où le marché n'est pas assez conscient des risques réels que portent ces entreprises ou ces États qui empruntent un taux de plus de 5% en moyenne. Donc si je suis votre raisonnement et au vu de ces graphiques, on doit privilégier plutôt des investissements investissables? Oui, si on veut aller sur l'obligataire, c'est moins risqué et c'est plus intéressant d'aller sur les titres dits investissables, l'investment grade en anglais. Donc sur ceux qui ont une bonne catégorie, une bonne notation. Les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves, même si le taux en absolu est plus faible. On pense qu'on perdra moins d'argent, ou on en gagnera, alors que si on va sur cette catégorie, on risque on peut perdre plus d'argent que ce qu'on pense. Bon, on arrive à la conclusion de cette partie. On sait que dans les fonds dits flexibles, il y a une partie souvent obligataire, il y a des actions et puis une partie d'obligations, voire de monétaire. Est-ce que justement, au vu de ce que vous nous dites, c'est des fonds qu'on pourrait regarder? Je pense qu'en fait, ce n'est pas encore le moment d'aller sur ces fonds-là. Je sais que beaucoup de clients ont des fonds flexibles. Et dans les fonds flexibles, il y a beaucoup d'obligataires. Et ce qu'on voit ici, c'est que sur l'investment grade, on peut aller dessus, mais on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Hein. Ça rapporte 1%. Ce n'est pas énorme. Vous enlevez les frais de gestion, il ne reste pas grand-chose. Donc certes, on ne va pas perdre, mais la perspective de gain n'est pas forte non plus. Alors, si on va par contre sur le haut rendement, là, facialement, le gain est supérieur. On peut aller chercher du 5, 6, 8%, comme le montrait la personne qui posait la question. Adeline. Mais c'est facial parce que quand on corrige ça des taux de défaut qu'on va avoir, en réalité, on risque de perdre de l'argent. Il faut avoir en tête un élément qui est très important sur l'obligataire. On dit que l'obligataire, les obligations, c'est un marché de première partie du cycle économique. C'est intéressant d'aller sur l'obligataire quand on est plutôt dans la première partie du cycle. Quand on est dans la deuxième partie, et c'est le cas aujourd'hui, on ne sait pas si on est sur la fin du cycle, mais on est clairement sur la deuxième partie du cycle, il y a beaucoup moins à gagner. Quand vous regardez sur l'historique, Thomas, est-ce que vous savez la répartition des gains sur l'obligataire entre la première partie du cycle et la deuxième partie du cycle? Je vais dire 80-20. 90-10. Vous avez gagné 90% des gains possibles pendant le cycle sur la première partie du cycle. Sur la et deuxième la première partie, elle s'arrête à la moitié du cycle à peu près? Elle s'arrête à peu près à la moitié, mais ce qu'on sait, c'est qu'en deuxième partie, les taux finissent par remonter. Les taux de défaut remontent, et donc avec une hausse des taux de la BCE qui finira par arriver en fin de cycle, on aura des moins-values et on aura des taux de défaut. Donc on a beaucoup à perdre en fin de cycle. Bon, c'est très clair. Merci pour cet éclairage sur les obligations. C'est vrai que c'est bien de temps en temps de s'arrêter un peu sur le fonctionnement de cette catégorie d'actifs. Merci Jonathan, à bientôt. À bientôt.